bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir fait l'effort de venir jusqu'à nous un soir de semaine. Alors, tout d'abord, quelques mots quand même pour présenter la personne qui va vous parler pendant une petite heure. Tout d'abord, je considère comme un de vos homologues. Je suis chef d'entreprise et j'ai créé cette entreprise il y a maintenant 32 ans. Oui, c'est dur à dire. Voilà, j'étais jeune expert comptable et je me suis donc installé à cette époque-là. Et ça fait donc 32 ans que ça dure et franchement, c'est une aventure merveilleuse que celle de l'entreprise et de l'entrepreneuriat. Donc je vous souhaite d'ores et déjà à toutes et tous de pouvoir goûter les mêmes joies que j'ai pu moi rencontrer dans tout mon parcours, qui n'est pas fait que de choses faciles, bien entendu, c'est pas un fleuve tranquille, vous le savez bien, mais quand même, globalement, on en retire, je pense, beaucoup plus d'éléments positifs que négatifs. En tout cas, l'objectif de ce soir sera de vous donner quelques outils pour que tout cela soit positif. Voilà, je suis donc expert comptable, vous l'avez compris, depuis quelques années, le temps aidant, j'ai des associés, donc je suis un petit peu moins pris par mes obligations professionnelles et j'occupe une fonction de présidence du CEDAGE de Lyon. Le CEDAGE de Lyon est un organisme indépendant, qui a un rôle, on va dire, à la fois de tiers attestant et qui est un organisme qui aide la TPE au civisme fiscal, si je peux m'exprimer ainsi d'une part, et qui aide la TPE à avoir une gestion pérenne pour son entreprise. Alors quelqu'un que j'ai vu tout à l'heure dit oui, c'est là, je connais, ce sont les tableaux, les statistiques entre autres effectivement, et j'aurai l'occasion de m'y référer au cours de cet exposé. Et puis j'ai la chance actuellement de travailler sur un sujet important qui vous concerne, peut-être un peu moins maintenant, mais qui est celui de la refonte totale du statut de l'entrepreneur individuel. C'est un sujet qui a été initié par le gouvernement précédent, celui de Jean-Marc Ayrault, et qui est poursuivi par l'actuel gouvernement, et qui devrait aboutir à une simplification importante du statut de l'entrepreneur individuel, permettant ainsi aux chefs d'entreprise de se consacrer plus à leur activité qu'aux problèmes administratifs. Voilà, donc actuellement nous sommes entre discussions au ministère de la Justice sur le sujet. Voilà, donc analyser ces premiers mois d'activité, c'est un exercice un peu d'introspection. C'est un exercice pas forcément aisé, mais franchement indispensable. Et alors bien sûr, il faut un thème, donc on dit ces premiers mois d'activité, mais c'est une analyse qu'il faut répéter au fil du temps de la vie de l'entreprise. Et comme je vous l'ai dit, au bout de 30 et quelques années d'entrepreneuriat, je fais moi aussi de temps en temps l'analyse de mes mois d'activité. On a souvent l'habitude de comparer l'entreprise à un bateau, un avion, avec à sa tête un navigateur, un commandant de bord, qui est souvent un peu perdu. En tout cas, il est dans des nimbes parfois très difficiles à appréhender. Et il est donc important de faire comme ces commandants de bord, de faire le point pour savoir si la direction dans laquelle on est la bonne. Il ne faut pas, effectivement, que l'on soit en train de changer de trajectoire de manière incontrôlée et que l'on s'en aperçoive un peu tard. Et on verra au cours de cette petite heure que le mot anticiper est un mot essentiel dans la vie du chef d'entreprise. Il s'agit de quand même prendre un peu de recul, et je sais que ce n'est pas facile, parce qu'on est souvent seul quand on vient de créer son entreprise et que donc on occupe toute une multitude de fonctions à la fois. Mais il faut faire un peu violence pour avoir cette prise de recul. Alors, quels sont les objectifs que l'on poursuit en faisant cet exercice? Je viens de le dire, c'est la mise en place d'éventuellement
d'éventuels plans correctifs. Hein. Si je suis en train de suivre une route qui n'est pas celle que je m'étais fixée au départ, et si la nouvelle route est une route périlleuse, eh bien, il faut que je mette en place les mesures nécessaires pour retrouver mon cap, ou tout du moins pour ajuster en fonction peut-être des turbulences du moment, d'éléments climatiques et qui n'étaient pas forcément prévisibles. Donc ça, c'est le point numéro 1. Le deuxième point, faire son petit check-up, faire cette analyse, c'est aussi valider l'existence d'indicateurs pertinents, parce que, encore une fois, c'est un exercice qu'il ne s'agit pas de faire une fois, au bout de 6 mois, 8 mois d'activité. Il faudra le répéter à loisir, et au fil du temps, vous allez mettre en place vos propres indicateurs, ceux qui sont pour vous les plus lisibles, ceux qui sont pour vous les plus faciles. C'est comme quand on conduit une voiture, hein, on a toute une catégorie de voyants différents sur notre tableau de bord. On ne regarde pas toujours tous les indicateurs, on a sélectionné ceux qui nous paraissent les plus importants. Eh bien, au niveau de l'entreprise, c'est un petit peu la même chose. Et c'est tout ça, hein, c'est fait effectivement pour anticiper. Nombre de gens, d'entrepreneurs qui se retrouvent dans des situations difficiles auraient pu éviter, peut-être pas une issue fatale, mais en tout cas auraient pu peut-être trouver des palliatifs, peut-être trouver d'autres solutions. Et lorsque franchement on se heurte au mur qui est en face de soi, c'est forcément, en tout cas souvent, très douloureux. C'est tout douloureux pour soi, parce qu'on est finalement très en osmose avec son entreprise, mais c'est aussi souvent très douloureux pour la famille. Et là, ça peut poser des difficultés majeures. Alors, cette analyse, comment est-ce que l'on va procéder? De quelle manière est-ce qu'on va s'y prendre? A priori, lorsque vous avez démarré votre activité, vous avez établi des prévisions. Eh bien, l'analyse, ça va être de comparer le réalisé par rapport au prévisionnel. Alors, est-ce à dire que si vous n'avez pas fait de prévisionnel, vous ne pouvez pas faire d'analyse? Non, bien entendu. Simplement, vous aurez des informations qui seront un petit peu moins pertinentes que lorsque vous faites une comparaison entre un budget, quelque part, et la réalisation de ce budget. J'insiste sur le point suivant, c'est que les données qui vont servir de base à cette analyse doivent impérativement être fiables. Imaginez un commandant de bord, un pilote d'avion, qui prenne des options de pilotage à partir d'instruments faux, qui n'indiquent pas les bonnes mesures. Il y a à peu près ce à quoi ça peut amener. Eh bien, au niveau de votre entreprise et de l'analyse que vous allez faire, c'est pareil. Si vous utilisez des données qui ne sont pas fiables, vous risquez la catastrophe. Alors, dans ce cas-là, il vaut mieux moins de données, mais que des données fiables. D'ailleurs, on le verra quand on va parler des tableaux de bord. Il ne s'agit pas de mettre en œuvre une cinquantaine, une soixantaine d'indicateurs, parce que sur ces 50-60 indicateurs, il y en aura peut-être qu'un ou deux qui seront effectivement fiables, les autres vont vous donner des informations souvent contradictoires, donc du coup dangereuses. Donc il vaut mieux 2 indicateurs fiables que 60 de mauvaise qualité. Alors il va de soi, et c'est un expert comptable qui vous le dit, donc vous pouvez lui faire confiance, que la comptabilité, c'est effectivement le meilleur des supports pour effectuer cette analyse. Pourquoi? Parce que la comptabilité, elle a entre autres la caractéristique d'analyser de manière exhaustive tous les mouvements économiques et financiers de l'entreprise. C'est-à-dire qu'a priori, rien ne peut nous échapper si on fait cette analyse à partir d'une comptabilité, elle aussi fiable. Bien entendu, hein, le mot fiabilité s'adosse lui aussi au mot comptabilité. Si vous faites appel à un expert comptable, évidemment, a priori, le travail qu'il vous livre est totalement fiable et vous permet d'asseoir très, très, très aisément votre analyse. Si ce n'est pas le cas, eh bien, vérifiez, regardez un peu la qualité de la personne qui vous a établi ces documents, de façon, encore une fois, à ne pas travailler sur des données erronées. C'est pas du tout une vue de l'esprit, ce que je suis en train de vous dire. On le voit très bien. J'ai une expérience au CEDAGE, nous avons des chefs d'entreprise qui ont des experts comptables, des chefs d'entreprise qui n'ont pas d'experts comptables. Vous pouvez venir comme vous voulez.
Sur un plan qualitatif, il n'y a pas photo. Mais vraiment pas. Donc ces données fiables, données comptables si on peut, cependant, la comptabilité elle a un inconvénient, c'est qu'elle est uniquement monétaire. C'est-à-dire que si j'ai une activité de restauration par exemple, je vais connaître mon chiffre d'affaires, mais ma comptabilité, c'est pas elle qui va me donner le nombre de couverts. D'accord. Il va donc falloir que je mette en place un système de collecte d'informations quantitatives. Et là, ça sera forcément approprié à la nature de l'activité que vous exercez. Ça sera bien entendu, si vous êtes un prestataire de service, ça ne sera pas la même nature de quantitatif que si vous êtes dans le commerce. Dans le commerce, on parlera de panier moyen. Dans la prestation de service, on sera peut-être plus sur une notion basée sur le temps, les heures, ou autre unité d'œuvre, bien entendu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que à chaque entreprise, ses propres indicateurs. À vous de les déterminer en fonction de votre activité et des renseignements que vous souhaitez obtenir. Je pense que d'ici la fin, je saurai dans quel sens faire marcher le PowerPoint. Donc voilà, ça c'est les grandes bases, hein, ce sont des généralités, mais comme souvent, les généralités sont essentielles. Hein, et c'est vraiment peut-être ce qu'il faut retenir le plus de ce que je vais vous dire après. Donc, ici, mon objectif, c'est de vous donner une méthode, ou une méthodologie, comme vous voulez. Vous pouvez l'utiliser, ne pas l'utiliser. Cette méthodologie, elle a simplement l'avantage d'être pédagogique, hein, et de pouvoir avoir un fil conducteur pour ne pas partir dans tous les sens, parce qu'en 1 heure de temps, avec le nombre de choses que j'ai à vous dire, il faut être assez organisé. Donc, on va faire ça en 2 temps. Premièrement, on va analyser la rentabilité de l'entreprise. La performance. Est-ce que j'ai une entreprise performante? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise performante? On va le voir un petit peu, mais bon, c'est un point. Et ensuite, on va analyser la structure financière. C'est-à-dire qu'est-ce que mon entreprise est performante, c'est la rentabilité, et est-ce qu'elle est bien structurée, est-ce qu'elle est solide financièrement? Parce que je peux très bien avoir une entreprise pas performante, mais solide. Je peux avoir une entreprise performante et solide, je fais en sorte que ça dure. Je peux avoir une entreprise très performante, mais pas solide financièrement, et c'est excessivement dangereux. Et puis là, bien sûr, si c'est ni rentable, ni solide, je m'inquiète fortement. Et bien entendu, ces 2 analyses combinées nous amèneront à des conclusions importantes, hein, sur les suites à donner à mon introspection. Parce qu'effectivement, si c'est pour simplement dire c'est bien ou c'est pas bien, c'est pas suffisant. Il faut pouvoir dire, voilà, ça va me permettre d'orienter un petit peu mon action et mon management. Alors commençons par l'analyse de la rentabilité. Qu'est-ce qu'on va se poser comme question? Ben d'abord, est-ce que c'est conforme aux prévisions? C'est-à-dire, où j'en suis, j'avais prévu de faire 150 000 euros de chiffre d'affaires en 6 mois, où j'en suis? Je suis à 200, je suis à 50. En termes d'investissement, c'est un peu curieux de l'avoir mis dans la rentabilité, mais enfin bon, il y a quand même un lien. Les charges d'exploitation, parce que les charges, finalement, sont supérieures ou pas à ce que j'avais prévu. Et du coup, en comparant mes produits et mes charges, bien entendu, je pourrais savoir au niveau du résultat ou au niveau de la performance, à quel niveau je me situe. Donc, première grande série de questions. Entre autres, parce qu'on m'a demandé de le mettre, je crois que c'est le seuil de rentabilité, le point mort, c'est quelque chose qui est assez souvent développé chez les créateurs. Donc c'est le moment de se poser la bonne question par rapport à ce point mort. Est-ce que je l'ai atteint, pas atteint? Et bien entendu, il ne suffit pas de répondre oui, je l'ai atteint, non, je l'ai atteint. C'est comment je l'ai atteint, pourquoi je ne l'ai pas atteint, et comment je fais pour améliorer. Parce que bien entendu, nous sommes dans un système qualitatif. Il faut que ça entraîne vers une amélioration permanente des performances. C'est une des conditions de la pérennité de l'entreprise. Je ne peux pas me satisfaire d'un rapport d'étape positif et dire maintenant ça y est, c'est tout bon, ça va voguer tranquillement. Non, bien entendu. Et puis une question certainement fondamentale, c'est votre niveau de rémunération. Parce que c'est vrai que lorsqu'on démarre,
Bon, c'est souvent la rémunération une variable d'ajustement, hein, mais c'est une variable d'ajustement qui, au bout d'un moment, il faut quand même se poser la question, est-ce que ça reste une variable d'ajustement? Est-ce que le niveau de rémunération est suffisant? Est-ce qu'il est trop élevé? C'est rare qu'on puisse s'interroger dans ce sens-là, mais enfin encore que dans ce cas-là, on pourrait parler d'optimisation, et ça serait très bien. Mais en tout cas, c'est le moment de s'interroger sur ce niveau de rémunération, parce qu'une entreprise qui, au bout d'un certain temps, n'est pas capable d'assurer, ça fait beaucoup d'effets à la mallette, mais c'est important de raison la mallette, parce que si une entreprise, au bout d'un certain temps, n'est pas capable d'assurer un minimum de rémunération, une rémunération décente à son chef d'entreprise, on peut se poser des questions sur la légitimité de cette entreprise. Est-ce qu'elle a vraiment lieu d'exister? Faut-il insister? Faut-il perdurer? C'est une vraie question. Alors, avant toute chose, je voulais juste dire un mot sur le profit et sur la nécessité du profit, car quand je parle de performance de l'entreprise, je vais analyser cette performance à l'aune des profits qu'elle dégage, mon entreprise, mon activité. Et pourquoi le profit est-il nécessaire? Bien, essentiellement pour 3 raisons. D'abord, le profit, c'est lui qui va me permettre d'autofinancer mes investissements. Pas de profit, pas d'autofinancement des investissements. Ou alors, pour qu'il y ait autofinancement des investissements sans profit, il faut que je remette de l'argent dans l'entreprise. Pas tout, si j'en ai, si je veux en mettre, c'est pas interdit. Dans certains cas, c'est même recommandé. Néanmoins, dans la logique économique globale de l'entreprise, le profit est indispensable dans la logique de l'investissement. Et une entreprise qui n'investit pas, quelle que soit son activité, quelle que soit sa taille, est forcément à terme une entreprise qui mourra. Ou de sa mort lente et douloureuse, ou qui se fera manger par des concurrents un peu plus costauds, mais en tout cas, on ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, quelle que soit l'activité, ne pas consacrer un minimum d'argent à l'investissement, la recherche, le développement, l'innovation. C'est de plus en plus vrai dans le cadre de mondialisation. Alors je sais que ce sont des mots un petit peu tarte à la crème, néanmoins réels. Parce que, on le voit bien, on est concurrents, il n'y a plus de frontières, c'est une évidence, mais c'est une réalité. Et que nous, en France, si on veut avoir de l'activité rentable, on est obligé de faire preuve de beaucoup plus d'ingéniosité, quelque part, que des pays qui sont en voie de développement, qui pour l'instant vont assurer de la production de produits de base. C'est une vraie interrogation, c'est un vrai sujet. Donc il faut du profit, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise. Ce profit, de toute façon, souvent, on n'a pas, quand on a créé son entreprise, ou au cours de la vie d'entreprise, on avait de l'argent qu'on a mis, mais on a été obligé d'emprunter également. Et finalement, les banques, elles sont un peu là pour ça. Je sais qu'en disant ça, on peut discuter un sacré bout de temps sur le sujet, sur le rôle des banques et la manière dont elles se comportent au jour d'aujourd'hui. Ça serait d'ailleurs intéressant, mais bon, je pense que mon timing ne me le permet pas. On verra ça peut-être au moment de l'apéritif. Mais quand j'ai emprunté, il faut bien rembourser. Et avec quoi je rembourse mes emprunts? Avec les profits que je réalise. Pas de profit, pas d'emprunt. D'ailleurs, votre banquier, quand vous allez le voir, il le sait. Peu importe que vous le demandiez 10 000 ou 500 000 euros. Lui, ce n'est pas le problème. La question, c'est de savoir, est-ce que vous allez être en mesure de les rembourser? C'est-à-dire, est-ce que votre activité va dégager suffisamment de profit pour rembourser l'emprunt qu'il vous aura accordé? Et puis, si votre profit est vraiment intéressant, une fois que vous aurez autofinancé vos investissements, une fois que vous aurez remboursé vos emprunts, s'il en reste, eh bien, ça sera merveilleux. C'est à ce moment-là que vous pourrez percevoir des dividendes. Quand vous en êtes là, c'est bien, la mécanique des dividendes, c'est un sujet intéressant, peut-être pas encore aujourd'hui pour vous, au stade de création ou de démarrage dans lequel vous vous situez. Donc, il est clair que quand j'analyse mon entreprise, la première question, c'est non seulement est-ce qu'elle réalise du profit,
mais est-ce que le profit réalisé est suffisant pour rembourser mes emprunts? Au début, j'ai peut-être pas besoin de réinvestir beaucoup, mais au moins, est-ce que c'est suffisant pour rembourser mes emprunts? Donc il ne suffit pas de dire, ah c'est bien, j'ai fait 1 000 euros de bénéfice. Oui, mais s'il en faut 15 000, ça ne va pas le faire. Donc c'est ce que je vous disais, le niveau de résultat n'est pas, à lui seul n'est pas suffisant. Il faut savoir non seulement s'il est suffisant pour effectivement rembourser, il faut savoir comment ce résultat a été constitué, de quoi ce résultat est fait. J'ai besoin de savoir pour pouvoir encore une fois ajuster ma politique, pour ajuster mon management. Alors un petit truc, hein, si vous avez un expert comptable, eh bien vous pouvez très bien démarrer votre analyse. Il y a déjà un début d'analyse qui est déjà fait, hein, par un tableau qui s'appelle le tableau des soldes intermédiaires de gestion. Peut-être certains d'entre vous le connaissent déjà. C'est un élément très intéressant. Rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on va regarder dans la rentabilité? On va d'abord regarder le niveau d'activité. On regardera ensuite la marge. Et ceci, c'est quelle que soit, encore une fois, l'activité que j'exerce. On jettera un œil sur les charges les plus significatives de l'entreprise. Et puis, bien entendu, on en conclura par rapport aux résultats. Alors, là, je vais mettre les deux éléments. Le niveau d'activité de la période. Pourquoi est-ce que je n'ai pas parlé de chiffre d'affaires? Tout simplement parce que dans la salle, il y a deux grandes catégories d'entrepreneurs. Il y a les entrepreneurs qui font du négoce, ceux qui ont une activité d'achat et de revente, c'est-à-dire qu'ils, grosso modo, ils ne transforment pas ce qu'ils achètent, ils le revendent dans l'état. Et puis, il y a les entreprises prestataires qui, elles, vont peut-être travailler de la matière première, qui vont vendre du service. Et selon que je me situe dans un cadre comme dans un autre, eh bien, je ne vais pas avoir la même appréhension de mon niveau d'activité. Alors, on va commencer par le plus simple, qui est l'entreprise, le plus simple à expliquer, l'entreprise de négoce. Mais globalement, ça fait rien, ça fait appel à une notion de chiffre d'affaires. Et est-ce que dans cette salle, nous avons tous la même définition du mot chiffre d'affaires? Chiffre d'affaires, c'est l'élément majeur d'une entreprise. C'est par là qu'elle meurt. Elle meurt pas. Une entreprise ne meurt pas parce qu'elle a trop de charges. Ça n'existe pas, ça. Une entreprise, elle meurt parce qu'elle n'a pas assez de chiffre d'affaires pour couvrir ses charges. Il ne faut pas se tromper de cible, il ne faut pas se tromper de fautif. Laissons ça éventuellement aux médias. Mais nous qui avons les mains dans le cambouis, si je puis dire, on sait très bien que c'est rarissime que l'on ait des entreprises avec des charges dispendieuses qui les conduisent à la ruine. Quand elles meurent, les entreprises, c'est qu'elles n'ont pas assez d'activité. Donc l'analyse de mon chiffre d'affaires, s'il n'y a qu'une seule analyse que je dois faire, c'est bien celle-là. Et peut-être qu'il faut que je fasse plus que de temps en temps, peut-être que ça soit très régulier. Alors c'est quoi le chiffre d'affaires de l'entreprise? Malheureusement, pas trop de temps, mais j'aime bien, quand j'en suis à ce stade-là, interroger la salle et puis recueillir un petit peu, oh puis si on va le faire, ça fait rien, je vais me faire gronder un peu, mais tant pis. Qu'est-ce que c'est pour vous le chiffre d'affaires? Alors là, donc j'ai entendu les produits vendus, les produits facturés, ce qu'on encaisse. Non, vraisemblablement, il y en aurait d'autres définitions et tout aussi différentes les unes que les autres. Vous voyez qu'on n'a pas la même approche de la notion de chiffre d'affaires les uns et les autres. Et ça, c'est ennuyeux. Vous vous rendez compte, quand on parle dans la presse, les gens parlent de chiffre d'affaires, il y en a qui disent ça, c'est ce qu'ils ont encaissé, l'autre dit non, ça c'est ce qu'ils ont facturé, non, c'est ce qu'ils ont vendu. Bon. Donc il n'y a qu'une seule définition du chiffre d'affaires en matière d'activité commerciale. Le chiffre d'affaires est représenté par les marchandises qui ont été livrées aux clients. Voilà, c'est ça, grosso modo, le chiffre d'affaires. Quand bien même j'en ai facturé pour 1 million et que j'en ai livré pour 0, mon chiffre d'affaires, c'est pas 1 million, c'est 0. On comprend bien ça. Hein, ce chiffre d'affaires, c'est ce que j'ai
livrer. C'est le moment où il y a la livraison, qu'il y a, terminologie juridique, transfert de propriété, et c'est à partir de ce moment-là que le profit est réalisé par le vendeur. Le profit est réalisé au moment de la vente, c'est-à-dire de la livraison de la marchandise. Après, il a intérêt à l'encaisser, son profit, ça c'est sûr. Mais néanmoins, même s'il ne l'a pas encaissé, le profit est réalisé. Donc, j'insiste bien sur la première difficulté que vous allez avoir, c'est de déterminer de manière exacte votre chiffre d'affaires. Parce que si vous avez facturé des avances, ou si vous avez facturé parce que votre client vous a dit ah, « ça m'intéresserait que vous me facturiez au mois de mai, puis vous me livrez en juin ». Oui, bon, pourquoi pas, très bien. Si la facture précise que la livraison a lieu en juin, on facture un peu d'avance, il n'y a pas de souci. Seulement, si je fais ma situation fin mai, il ne faut pas que je compte cette facture dans mon chiffre d'affaires. Hein. Donc, il y a ce que l'on appelle la problématique de la séparation des exercices, et franchement, là aussi, l'expérience fait qu'il peut y avoir des écarts monumentaux entre ce que l'entrepreneur pense avoir réalisé comme chiffre d'affaires et ce qu'il a réalisé en réalité. Et lorsque finalement tout se fait jour, quand on arrive au bout du compte, eh bien il en manque, et c'est très grave parce que finalement il était mal informé ou il n'était pas conscient de la réalité de son activité. Donc soyez très vigilants dans l'appréciation de votre chiffre d'affaires. Dans le négoce, on n'a pas trop de problèmes, d'une façon générale, mais où ça devient excessivement compliqué, c'est pour la majorité d'entre vous ici qui êtes des prestataires. Parce qu'alors là, qu'est-ce qu'on vend ? Qu'est-ce qu'on vend ? Et puis on le vend parfois de manière échelonnée, et puis on a des acomptes, et puis on a des systèmes de facturation intermédiaires, et puis on a des travaux en cours, parce que quand on arrête finalement sa situation à un instant T, ben, on n'a peut-être pas tout terminé, on a peut-être encore une tonne de produits sur l'ouvrage, n'est-ce pas, qui demandent à être finis. Quand je veux mesurer mon niveau d'activité, il faudra bien que je tienne compte de ces éléments qui sont en cours de fabrication, ces éléments qui sont en cours de production. Et là vont se poser des problèmes importants, que je n'aborderai pas non plus parce que le temps ne me le permet pas. J'éveille surtout des interrogations chez vous, pardonnez-moi, mais ce sont sur les méthodes d'évaluation. Très difficile d'évaluer ce qui est en cours de fabrication, ou un service qui est en cours de livraison. C'est quelque chose en tant qu'expert comptable, on a les mêmes problèmes. Lorsqu'on arrête nos comptes à un instant T, eh bien, il y a des dossiers sur lesquels le bilan n'est pas terminé, on est en train de le faire. Alors, est-ce qu'il a déjà été facturé, pas facturé, et on en est à quel niveau d'avancement ? Mais pour le déterminer, ça, il faut avoir les fameux outils dont je vous parlais au départ, ces outils qui vont permettre d'appréhender des données quantitatives propres à l'activité que l'on exerce. Chez nous, c'est le temps, par exemple. Voilà. Chez beaucoup de prestataires, c'est le temps. Mais il faut avoir ces données, sinon je ne pourrai pas évaluer de manière... Je ne parle pas des aspects fiscaux, ici. Je suis en train de faire ma propre analyse pour savoir moi où j'en suis. Il y a une chose importante à ce niveau-là. S'il y a quelqu'un à qui il ne faut pas mentir, c'est bien à vous-même. Parce que ce serait idiot de se raconter des histoires, ça serait dangereux. Après que vous habilliez la réalité à votre sauce vis-à-vis des tiers, ça vous regarde, mais vis-à-vis de vous-même. On est là pour faire vraiment le point, savoir où on en est réellement. Bien, et ce sont des problématiques ici qu'il faut intégrer, et ça prend un peu de temps pour mettre en place ces outils. Souvent, c'est des choses que l'on néglige un petit peu parce que on est préoccupé par le commercial, par aller trouver des clients, par les aspects de production, parce qu'il y a des tas de choses à faire et que les journées n'ont que 24 heures. Je le sais bien. Néanmoins, il faut faire l'effort. C'est un conseil, vraiment un conseil. Donc, j'appréhende pas mon niveau d'activité de manière aussi simple que cela. C'est pas du presse-bouton. J'ai ma caisse enregistreuse, dans certains cas, oui, ça peut. Mais ce sont des cas très rares. Et il y a véritablement besoin de faire un petit travail pour bien connaître et appréhender le niveau de son activité. On en profite lorsqu'on en est là à faire une analyse commerciale, et là on n'est pas du tout dans la compta. On n'est pas dans la compta, mais on est dans le cœur de l'entreprise.
je le dis bien, le cœur de l'entreprise le plus important, c'est le chiffre d'affaires. Pas de chiffre d'affaires, pas d'entreprise. C'est, je veux dire, aussi simpliste que ça, mais un peu oui. C'est pour ça que c'est cruel parfois. Mais il faut bien en être conscient, et sûrement vous vous en êtes aperçu. Peut-être, je l'espère pas trop à vos dépens, mais des fois les expériences malheureuses, il faut savoir tirer profit de ces échecs. Mais parfois on s'aperçoit que, voilà. Donc je m'interroge sur la qualité des produits, surtout quand je suis au démarrage. Est-ce que les produits que je vends, que les services que je propose sont en adéquation par rapport aux attentes de mes clients? Souvent on va s'apercevoir que pas du tout. On pensait qu'on avait une super idée géniale. Quand on avait fait notre enquête, notre étude de marché, tout le monde nous avait dit « Ouais, c'est super, ça va marcher. » Seulement quand on est effectivement rendu sur le terrain, quand une fois que les copains, les amis ont passé les commandes, derrière c'est parfois un peu difficile, ou un peu plus difficile. Et on s'aperçoit que bon, on n'est peut-être pas pile dans le créneau. Bon, bah, c'est pas très grave à la limite, hein. Mais simplement il faut s'en rendre compte et mettre en œuvre les mesures qui vont permettre de répondre à l'attente de mes clients. J'ai beau avoir l'idée la plus géniale qui soit, si personne ne veut l'acheter, ça. Donc, interrogeons-nous sur la qualité de nos services. Interrogeons-nous sur la qualité de nos clients. Combien j'ai de clients? J'en ai un qui me fait 100% de mon chiffre d'affaires. Je tremble tous les matins. Finalement, bon, c'est bien réparti. Quelle est la qualité de mes clients? Est-ce que ce sont des bons payeurs, des mauvais payeurs? Gros problème de la jeune entreprise, le recouvrement de ses créances. Source très souvent de difficultés de trésorerie immédiate. Parce qu'on n'ose pas relancer, parce que. Donc, interrogeons-nous sur la qualité de la clientèle. Est-ce qu'il faut que je réoriente vers un autre créneau? Je ne sais pas, mais je m'interroge. Et puis la concurrence. Je commence à l'avoir touché du doigt, cette concurrence. Hein. Je m'y suis frotté. Elle me donne quelques coups de bâton. Peut-être je vais voir si je peux lui en donner d'autres. Moi. Mais il faut en effet que je connaisse mon marché dans tous ses aspects. Donc c'est le moment, en tout cas ça peut être un moment de s'interroger sur cet aspect-là, l'analyse commerciale de mon activité, on dira encore une fois, quitte à être un peu répétitif, ou même beaucoup, mais c'est le point le plus important. Une fois que j'ai vu si mon chiffre d'affaires est en adéquation, mon activité est en adéquation avec mes attentes, avec mes prévisions, j'ai fait mon analyse de mon portefeuille client, etc., je sais ce qui va, je sais ce qui ne va pas, je ne suis pas arrivé au bout de mes peines, parce que maintenant il faut savoir si le chiffre d'affaires que j'ai réalisé est ce qui m'a dégagé de la marge. Est-ce que le chiffre d'affaires m'a dégagé de la marge? Parce que si j'ai fait du chiffre d'affaires à marge zéro, le moment de joie que j'ai pu avoir en disant je suis dans les clous de mon prévisionnel va vite s'éteindre. Et là, au niveau de l'analyse de la marge, le temps passe à une vitesse phénoménale, au niveau de l'analyse de la marge, d'énormes problèmes, allez, non, mais de gros problèmes qui peuvent, là aussi, j'attire votre attention là-dessus, à prendre en compte. Difficile, alors définition de la marge, on est ici, je ne rentre pas trop dans les détails, mais je suis au niveau de la marge brute. Hein. D'ailleurs, la différence, si je suis du négoce entre ce que j'ai acheté, le coût d'achat et le prix de vente, et puis si je suis en matière de production de services, entre une notion de prix de revient, dans laquelle j'ai intégré un certain nombre d'éléments, et le prix de vente. Donc, d'abord, j'ai une problématique de stock. Alors souvent, dans le commerce, des fois, vous avez des clients qui vont dire « Bon, alors, pouvez-nous faire un commentaire, monsieur l'expert comptable, sur notre activité, là, la marge, que vous en pensez ?» Ben, on pense à rien. Ah bon, mais pourquoi? Ben, parce que vous n'avez pas communiqué l'inventaire. Comment voulez-vous que je vous parle d'une marge si je ne connais pas le montant du stock? Il y a... Oui, mais... Et on doit répondre, non, vous ne vous rendez pas compte, vous. Faire un inventaire, le temps que ça va prendre, et puis après il faut le chiffrer, etc. Non, je n'ai pas le temps. Bon, alors à ce moment-là, si on n'a pas le temps, bon déjà ça pose des problèmes d'ordre fiscaux, mais il ne faut pas demander des indicateurs de gestion à un instrument qui est faux. On le sait puisqu'on n'a pas fait l'inventaire.
Donc inventaire physique, problème ensuite, une fois que je connais les quantités, comment je les évalue, j'en passe. Là aussi, au niveau des achats, que je m'assure bien que les achats du mois sont bien rentrés dans les charges. Parce que des fois, j'ai pu recevoir de la marchandise, mais la facture n'est pas datée du mois d'après. Ou inversement, si je n'ai pas fait les petits correctifs ici, je vais aboutir à des résultats complètement aberrants. Et un point très important, et là c'est le président du CEDAGE qui parle, comparer le maximum vos données avec les statistiques établies par des organismes tels que CEDAGE. Parce que ça va permettre de benchmarker par rapport à vos homologues. Et là, il y a des renseignements très intéressants, puisque par tranche de chiffre d'affaires, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes indicateurs si on fait 100 000 euros de chiffre d'affaires ou 1 million d'euros dans la même activité, il y a des analyses par tranche qui sont excessivement pertinentes. Une chose sûre, si vous tombez sur un taux de marge anormal, il est indispensable d'en trouver la cause. Ne laissez pas cette question sans réponse. Il peut y avoir des tas de raisons, je ne vais pas vous les expliquer là non plus, mais un taux de marge inexpliqué, honnêtement inexpliqué, doit trouver son explication. Ne doit pas rester inexpliqué longtemps. Parce que ça peut cacher énormément de choses. Et par exemple, dans les entreprises qui ont certaines dimensions, c'est des indicateurs, par exemple, pour déterminer s'il y a du coulage dans l'entreprise. Des fois, on a un taux de marge qui est normalement bas. Comment ça se fait? On a un inventaire physique pointé, repointé, bien fait, on a vérifié les prix d'achat, on a vérifié les prix de vente. Et le taux de marge, lui, il n'est pas au rendez-vous. On creuse, et on s'aperçoit effectivement que c'est comme ça que ça... Bon, bref. Vous arrivez à trouver des dysfonctionnements, mais c'est important, la marge est un élément fondamental. Tout est fondamental, vous l'avez remarqué. J'en profite évidemment lorsque je suis là pour m'interroger sur le montant de mon stock. Est-ce qu'il n'est pas pléthorique? Est-ce que véritablement j'ai une politique de stock cohérente? Si j'ai des difficultés à gérer mon stock, il faut peut-être que je m'entoure de conseils, que je me renseigne. Pareil, mes fournisseurs, est-ce que les fournisseurs que j'ai choisis sont les bons? Qu'est-ce que c'est un bon fournisseur? C'est d'abord un fournisseur pérenne, parce que si le fournisseur il vous lâche un milieu du guet, vous êtes bien. Donc il y a là aussi autant de questions importantes et vitales à se poser sur les fournisseurs que sur l'aspect client. La pérennité de l'entreprise, elle se fait à tous les niveaux, mais à ce niveau-là, c'est aussi un élément important. Et là où on est dans une zone dangereuse, parce que là, souvent, la tentation va nous conduire à aller au moins cher. Et peut-être qu'on va, du coup, on prend peut-être un certain nombre de risques en allant vers cette option-là. Peut-être faut-il le faire également, je n'ai pas d'a priori sur le sujet, mais en tout cas, c'est vraiment un sujet d'interrogation fondamental, lui aussi. Je vais essayer d'utiliser le mot fondamental. Une fois que j'ai un point sur mon niveau d'activité, et je sais si mon chiffre d'affaires a été générateur de marge ou pas, je commence déjà à avoir une bonne connaissance de ce qui s'est passé dans mon entreprise. Mais je peux m'intéresser sur quand même les autres charges significatives. Alors, je dis ici, l'aspect significatif, c'est chacun l'appréciera en fonction de l'activité que j'exerce. Donc, évidemment, on ne peut pas citer comme ça par des charges qui sont significatives. Mais par exemple, elles sont peut-être significatives par rapport à leur montant. Si j'ai une activité où je dépense énormément d'argent en frais de déplacement, c'est peut-être un poste sur lequel je vais plus m'appesantir, regarder s'il n'y a pas un peu de dérive, s'il n'y a pas moyen de faire un peu mieux. Quand même, à ce sujet-là, puisqu'on est quand même dans une période un peu délicate, ça fait un moment d'ailleurs qu'on est dans une période un peu délicate, souvent on le voit quand les chefs d'entreprise commencent à s'inquiéter, ils ont, c'est le réflexe humain de dire on va tailler un peu dans les charges. Et souvent on va tailler dans les charges qui sont considérées comme inutiles, et on va commencer par tailler dans la publicité. Alors là, véritablement, c'est l'erreur majeure
à ne pas commettre, parce que déjà qu'on est en train de s'asphyxier, alors si on coupe le seul élément qui nous apporte un peu plus d'oxygène, eh ben on va s'asphyxier encore plus vite. Hein. Donc ça veut dire que attention aux économies de bout de chandelle, aux mauvaises économies, à celles qui conduisent plutôt vers le précipice que celles qui permettent de rétablir des finances. Je ne fais aucune allusion avec les finances de l'État. Donc, ça fait partie des charges externes. Les impôts et taxes, il n'y a pas grand-chose à en dire. Il est certain que dans certaines activités, la masse salariale, le poste salaire et charges est un poste important. Là, il n'y a pas grand-chose à en dire non plus, parce que sur le plan des coûts, c'est tellement bordé que... Simplement, j'attire l'attention, lorsque vous en êtes là, à faire un peu comme le reste, à ne pas regarder que l'aspect financier des choses. Il ne faut jamais oublier, surtout quand on est chef d'entreprise, que sans travail, il n'y a pas d'activité. C'est quand même hyper important de toujours s'en souvenir. Donc c'est à nous, chefs d'entreprise, de trouver les équilibres qui vont bien, mais on ne peut pas raisonnablement asseoir une entreprise sur une politique salariale qui ne serait pas une politique salariale raisonnée. Avis personnel, mais je pense assez important. Amortissement et provision, je passe. Charges financières, on les regarde bien, avec attention. On rouspète sans arrêt lorsqu'on est à cette ligne-là par rapport à notre banquier qui nous en occupe, qui est le responsable d'une grosse partie de cette ligne, surtout pas forcément au niveau des taux d'intérêt qui sont actuellement excessivement bas, mais souvent au niveau des frais accessoires qui nous sont prélevés. Donc une fois que j'ai fait cette analyse, voilà, je connais mon résultat, je sais comment il s'est formé, je sais où ça va et je sais où ça va pas bien. Alors, ça prend un peu plus de temps que mes 3/4 d'heure là d'exposer pour l'instant. Mais nous connaissons les points forts, les points faibles de notre exploitation et nous sommes en mesure de mettre en œuvre les correctifs nécessaires. Et les correctifs nécessaires, ce n'est pas forcément ceux qui vont dire il faut absolument que je recolle à mon prévisionnel. Parce qu'on va peut-être s'apercevoir que le prévisionnel, finalement, il n'allait pas du tout, quoi. Je m'étais fourvoyé au démarrage. C'est pas grave, j'en refais un autre si c'est le cas. C'est pas un problème. Parce que maintenant, je connais un peu mieux mon marché, je connais un peu mieux un certain nombre de choses, et je sais que de toute façon, là où j'avais prévu d'aller, je ne pourrais pas. Mais je réoriente ma route, mais là, je la réoriente moi-même, ma route. C'est pas l'air du temps qui me fait aller là-bas. C'est moi qui décide qu'il vaut mieux aller là-bas, peut-être même plus là-bas, que j'avais prévu d'aller ici. Parce que, voilà, les données que je viens d'exploiter me conduisent à cela. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a testé la fiabilité de notre système d'information, et c'est comme un système qualité ici, ça va se bonifier. On va apporter les correctifs nécessaires à ce système de collecte de l'information. S'il n'existait pas, on va le mettre en route, hein, et ça va être les premiers pas pour se construire son propre tableau de bord. Tableau de bord, hein, niveau d'indicateur, très peu, une page et demie, pas plus, sinon ça sert strictement à rien, on ne le regarde jamais. Avec peu d'indicateurs, mais des indicateurs fiables. J'ai vu quel temps mettait mon entreprise pour 100 mètres. Donc, est-ce qu'elle est performante ou elle ne l'est pas? Maintenant, je le sais, et je sais ce que je dois faire pour améliorer. Maintenant, je vais regarder si, sur le plan financier, sur le plan de la structure, est-ce que j'ai une structure intéressante. Et on va se poser un certain nombre de questions sur l'équilibre de notre structure financière. C'est pas parce qu'on vient de créer l'entreprise qu'il faut plus se poser la question. Il faut toujours se la poser. Est-ce que le montant du capital est en adéquation avec les besoins de mon entreprise? Il ne faut pas être sous-capitalisé, il ne faut pas être non plus sur-capitalisé. Quel est mon niveau d'endettement? Je reviens sur la politique de rémunération, mais est-ce que ma politique de rémunération est adaptée ou pas, compte tenu du fait de la nécessité du profit? Et puis, grosse interrogation sur ma trésorerie, parce que forcément, c'est mon quotidien, c'est là où j'ai le plus de stress quand le téléphone sonne, parfois.
L'élément qui permet d'analyser la qualité de votre structure financière, c'est le bilan. C'est un élément comptable qui est le bilan. Je ne fais pas un compte comptable. Simplement, je vous donne bien la manière de le lire. C'est très important, vous n'avez pas besoin d'être ni comptable ni expert comptable pour ça. Sachez qu'au passif, voilà comment lire sur un plan financier votre bilan. Au passif, ce sont les sources de financement de votre entreprise. Qui finance l'entreprise et combien? Quand je lis capital 1000, ça veut dire que les associés financent l'entreprise à hauteur de 1000 euros. Voilà ce que ça veut dire. Alors si la ligne du dessous, j'ai emprunt 200 000, qui tient, une entreprise, alors, je ne crois pas que ça puisse être bien possible au jour d'aujourd'hui. Enfin, supposons, ça voudrait dire que cette entreprise, elle est financée à 1000 par entrepreneur et à 200 000 par la banque. D'accord. Donc voilà comment on lit le passif, et c'est là où on va parler d'équilibre ou de déséquilibre de la structure financière. Quant à l'actif, lui, il décrit comment j'ai utilisé l'argent, c'est-à-dire que les ressources dont j'ai disposé, qu'elles viennent des associés, qu'elles viennent des banques, qu'elles viennent des crédits fournisseurs, parce que finalement les fournisseurs nous accordent de la ressource en nous accordant du crédit. Qu'est-ce que j'en ai fait de cet argent? Eh bien cet argent, je l'ai utilisé à acheter des investissements, je l'ai utilisé pour la constitution de stock, je l'ai utilisé pour faire crédit à mes clients, j'en ai utilisé une partie qui est en trésorerie, voilà. Au passif, d'où vient l'argent? À l'actif, comment je l'ai utilisé? C'est une lecture très intéressante. On en apprend beaucoup sur la gestion d'entreprise, la gestion financière. Et donc je disais, les apports des associés sont-ils bien proportionnés par rapport aux besoins de l'entreprise? Quand on démarre une activité, qu'est-ce qu'on va mettre comme capital, si on est en société ou si on est en entreprise individuelle? Quel montant faut-il que j'amène? Eh bien, c'est en rapport, bien entendu, avec l'activité que j'exerce. Et si je suis laveur de vitres, peut-être qu'avec mes 1000 euros, là, ou mes 1500 euros, ça sera largement suffisant. Pourquoi amener 10 000 euros si je suis seul pour laver des vitres? Mais évidemment, si par contre je compte créer un restaurant, compte tenu des contraintes d'hygiène et autres, c'est sûr que là, c'est peut-être 20, 30, 40, 50 000 euros qu'il va falloir que jamais. Et posez-vous quand même la question sur, même si vous avez déjà constitué votre société, parce qu'un capital, ce n'est pas quelque chose d'immuable, on peut jouer par le biais des comptes courants, on peut faire... Il y a des possibilités, et c'est très important d'avoir une structure financière équilibrée, parce que ça permet de tenir le choc en cas de turbulence. Ça, c'est comme la maison des petits cochons. Si vous avez celle en paille, le premier coup de vent, forcément, ça va partir. Si vous avez celle en pierre, ça va peut-être souffler un peu de temps avant. Eh bien, bâtissez-la-vous en pierre, votre maison. Parce que, voilà, on n'est pas à l'abri, effectivement, d'une baisse d'activité, on n'est pas à l'abri d'une panne dans le chiffre d'affaires, mais je peux tenir le coup. J'utilise un terme un peu technique, mais parce que vous avez déjà dû l'entendre, et que... il faut bien le maîtriser celui-ci, la capacité d'autofinancement. La capacité d'autofinancement, si vous voulez, c'est le cash dégagé par l'activité de l'entreprise. Et c'est avec ce cash, j'expliquais tout à l'heure, je parlais de profit, mais c'est plus exactement avec ce cash que je vais pouvoir rembourser mes emprunts. Donc votre banquier, lorsque vous allez parler avec lui, croyez-moi qu'il va regarder cette capacité d'autofinancement, parce que il sait que c'est avec ça que vous allez pouvoir honorer vos échéances, et que si cette capacité d'autofinancement est insuffisante, il y aura certainement quelques difficultés. Et cette capacité d'autofinancement, elle est directement dépendante du niveau de résultat de l'entreprise. Je ne rentre pas trop dans le détail, si vous voulez. La répartition capitaux propres, capitaux empruntés, est-elle correcte? Tout à l'heure, quand je citais le cas de mon entreprise avec 1000 euros de capital et 200 000 euros d'emprunt, on comprend bien que là, il y a un déséquilibre. Remarquez, à la limite, si le banquier a été d'accord pour le concrétiser, ce déséquilibre, et on aurait tort de s'en priver. Mais généralement, ce n'est pas le cas. Et souvent, il y a des réticences chez les créateurs d'entreprises, des réticences à l'emprunt. Aujourd'hui, on entend plutôt dire que les banques n'aident pas les entrepreneurs.
Mais dans certains cas, on a des entrepreneurs qui ne veulent pas emprunter, n'osent pas emprunter, en estimant que finalement avoir des dettes serait malsain. C'est une grosse erreur, là, hein, c'est une grosse erreur de management. Il ne faut pas suremprunter, mais de toute façon compter sur les banquiers pour vous ramener dans le droit chemin à ce niveau-là, mais il ne faut pas sous-emprunter. C'est-à-dire que même si, lorsque vous réalisez un investissement, vous avez à la limite la trésorerie pour payer, cash votre fournisseur, faites-le peut-être si vous êtes pressé, mais faites-vous refinancer derrière. Hein. Le banquier sera tout à fait d'accord pour le faire. Et puis vous vous garantissez des poires pour la soif, si je puis m'exprimer ainsi. Et c'est un défaut assez fréquent qu'on rencontre dans les entreprises, ce sous-emprunt, et qui est très difficile à récupérer par la suite, parce que quand on va voir le banquier, parce qu'on est là, on a besoin qu'il nous aide tout de suite. On lui dit, oui, il y a 2 ans, j'avais investi, puis je dis, moi, j'avais tout payé. Il y a 2 ans. Hein. Non, maintenant, c'est aujourd'hui. Et je dirais, il y a 2 ans, je ne veux pas vous refinancer ce que vous avez investi il y a 2 ans. Hein. C'est peut-être mort, c'est peut-être obsolète, vous allez peut-être être obligé de recommencer dans 1 an. Donc, au moment où on a cette capacité d'emprunt, il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Les autres sources de financement sont-elles correctement utilisées? Je pense que oui, mais on peut se poser la question. C'est quoi les autres sources de financement? Donc j'ai cité la première source, les associés, ou l'entrepreneur lui-même. Deuxième source, les banques. Troisième source, c'est le crédit que l'on peut obtenir de ses fournisseurs. Obtenir les sources de financement, c'est bien de ne pas payer trop vite ses fournisseurs. Bon, c'est une erreur que l'on rencontre parfois, mais quand même pas trop fréquemment non plus. Et puis c'est vrai que quand on démarre, on n'a peut-être pas une latitude énorme aussi pour jouer sur les délais de règlement des fournisseurs. On est plutôt dans une phase où on va obéir, où il va accepter un petit peu le diktat du fournisseur. Mais bon, ça fait rien, il faut quand même toujours s'interroger sur la question, sachant qu'il semblerait, enfin, ça fait tellement d'années que ça dure, que les pouvoirs publics sont de plus en plus attentifs au respect des délais de règlement et qu'il y aurait des interventions. J'ai le cas d'un client qui a subi un contrôle très récemment de la répression des fraudes pour des délais de règlement fournisseurs trop élevés. Je sais pas jusqu'où ça va aller, mais enfin, bon, c'est la première fois que je vois ça. Voilà, il y a des comme ça, alors c'est peut-être comme ça quelqu'un qui a voulu faire un coup pour tester, je ne sais pas. Et c'est vrai qu'au niveau des délais de règlement, on n'a peut-être pas une marge de manœuvre aussi importante qu'on pourrait le souhaiter. Si je me suis interrogé sur mes sources de financement, je vais m'interroger également sur l'utilisation que j'ai faite de ces financements obtenus. Est-ce que mes investissements sont en adéquation avec les besoins de l'entreprise? Bon, ça se voit parfois, un surdimensionnement, mais c'est souvent avec les voitures qu'on a du surdimensionnement. On a beaucoup de véhicules à l'actif des fois, ou s'ils ne sont pas à l'actif, mais dans les charges, on se dit, oh, c'est souvent pas. Bon. Il faut s'interroger, enfin. Il faut bien se faire plaisir un peu aussi. Les stocks sont-ils à leur montant optimum, hein? Ça coûte cher du stock, donc on revient à la question qu'on avait vue par rapport à quand on était au niveau de l'analyse de la rentabilité de l'entreprise. Hein. On parle d'optimum, bien entendu. Et ça, les délais clients sont-ils conformes? Alors là, je vous en conjure, ne laissez pas aller vos délais clients, pas. Ne les laissez pas aller. Parce que c'est hyper difficile de redresser la barre. Lorsque le pli est mauvais, le mauvais pli est pris, c'est excessivement difficile de faire changer les habitudes. Votre client, il est comme tout le monde, hein, sa trésorerie, elle n'est peut-être pas fantastique non plus. Donc s'il a un fournisseur qui ne le relance pas, il va peut-être se dire, finalement, hein, ça sera toujours ça de gagner. Et puis quand on démarre, des fois on dit, oh, ça la fout mal quoi, d'aller réclamer, on est déjà bien content qu'il nous ait passé une commande. Et là, il ne faut absolument pas avoir peur de faire respecter les conventions de départ. C'est simplement demander à ce qu'on respecte
ce qui avait été convenu au démarrage. Et c'est aussi un moyen de vous faire accepter comme un entrepreneur responsable, parce que le fait de laisser aller vos délais de règlement, ça vous décrédibilise aussi un petit peu vis-à-vis de vos clients. Disons, finalement, est-ce qu'il est vraiment sérieux, finalement, mon fournisseur, parce que je ne le paye pas. C'est des fois les artisans, moins maintenant. Des fois, on faisait faire des travaux, ils nous avaient fait les travaux, puis on attendait les factures un mois, 2 mois, 3 mois. Bon, on se dit, c'est pas bien sérieux quand même cette affaire. Aujourd'hui, c'est peut-être souvent plus une facture d'acompte qui arrive avant le démarrage des travaux, mais ceci étant, la facture c'est bien, mais il faut en effet veiller bien à faire respecter vos délais clients. De toute façon, si c'est pas moi qui vous le dis, ça sera votre banque. Alors, comment, du coup, maintenant, je peux analyser forcément ma trésorerie, puisque la trésorerie, ce n'est que la résultante de tout ça. La trésorerie, c'est ce qui reste de mes ressources une fois que je les ai utilisées à investir, à faire crédit à mes clients et à constituer des stocks. Donc, c'est ce qu'il me reste. Et si, ma foi, il ne me reste pas suffisamment, eh bien, je sais sur quel levier je vais pouvoir agir. Et si je dois aller voir mon banquier, eh bien, au moins, j'irai voir mon banquier en disant, monsieur le banquier, moi, écoutez, madame, je sais où ça ne va pas chez moi, voilà le plan que je vais mettre en œuvre pour redresser la barre, il faut m'aider, et là, forcément, vous aurez au moins une écoute beaucoup plus attentive que si vous arrivez en disant, attendez, parce que là, il faut que vous me fassiez 20 000 euros de découvert, parce que sinon, demain, mon fournisseur, il ne me livre pas. S'il ne me livre pas, je ne peux pas livrer mes clients. Enfin, je mets la clé sous la porte. Je vais dire, bon, écoutez, si c'est, vous savez ce qu'il y a un manière jour à manquer, il m'a dit, ce qui est urgent, on le met en dessous. Voilà. Donc, parce que, finalement, ce qui est urgent n'est peut-être pas tant que ça, en définitive. Donc voilà, ça vous permet, encore une fois, d'argumenter et de défendre votre position vis-à-vis de vos interlocuteurs financiers. Sachez également qu'il y a un document comptable qui s'appelle un tableau de financement qui est une aide très précieuse à l'analyse de la trésorerie. Donc nous savons si notre structure financière est équilibrée. Nous connaissons les points éventuels à améliorer là aussi. On peut discuter avec nos associés, avec nos banquiers. On sait quoi leur dire puisqu'on est conscient de la situation. Et nous allons pouvoir maintenant tirer la conclusion générale de notre exercice. On dit qu'évidemment, et c'est indispensable de faire cette analyse, mais pour autant, ce n'est pas suffisant. Si, bon, on dit, je sais bien maintenant. Je sais tout bien ce qui ne va pas pour... Mais si ça continue, ça ne sert vraiment à pas grand-chose. Il est vraiment... Cette analyse doit être suivie d'un plan d'action détaillé, précis, parce qu'il ne suffit pas de dire, il faut que j'augmente mon chiffre d'affaires. D'accord. Ça, je le savais avant de faire l'analyse, donc il n'y a pas de problème. Je n'ai pas progressé d'un centimètre ici. Je sais, moi, maintenant, grâce à mon analyse, comment je peux améliorer mon chiffre d'affaires. Je sais sur quel axe, est-ce que c'est sur le produit, est-ce que c'est sur le client, est-ce que c'est sur le marché, je sais est-ce que je dois jouer sur le fournisseur, je sais ça maintenant. Par contre, il vous dit, voilà comment je vais faire, le temps que je m'accorde pour y arriver, parce que entre le moment où vous en êtes conscient et le moment où ça va porter ses fruits, il va se passer un petit peu de temps, et avec une mise en œuvre qui doit être la plus rapide possible. Cette analyse des premiers mois d'activité doit être renouvelée au moins chaque année au moment de l'arrêté des comptes. C'est un moment privilégié puisqu'on a des comptes tout frais, tout beaux, tout justes, tout fiables pour faire ce point d'étape. Après, vous verrez bien comment, dans votre pratique, si ça doit être plus fréquent, il n'y a pas aucun problème parce que ça peut être plus fréquent et beaucoup moins détaillé que ce que je viens de dire aussi. Là, j'étais pédagogique, on a vu la totalité, vous pouvez après, à votre rythme, à votre convenance, mettre en place des choses un peu plus simples. Mais un conseil, renouveler l'expérience et démarrer la nouvelle année avec un prévisionnel. Le prévisionnel, il ne doit pas être fait qu'au démarrage. Il doit être fait tous les ans. Tous les ans. Simple. Pas besoin de faire un business plan.
fiche, hein, sur un tableur, chiffre d'affaires, les principales charges, voilà mes objectifs, voilà mon prévisionnel. J'ai au moins des éléments qui vont me guider sur la suite. Il n'y a pas 1%, mais je crois que c'est même des TPE qui font ça. Mais 1%, c'est même bien trop fort. Parce qu'ils n'ont pas le temps, ça, je suis d'accord. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est très difficile de faire sans, si on veut pérenniser son activité. Et c'est en fait ce qu'on recherche, c'est de pouvoir être là l'année prochaine, puis l'année d'après, puis grossir, et puis, enfin grossir l'entreprise, et puis voilà, pouvoir mieux gagner sa vie, pouvoir s'accomplir, pouvoir finalement réaliser ses rêves, parce que quand même dans l'entrepreneuriat, c'est aussi ça, hein, c'est la réalisation des rêves, et ça c'est une dimension fantastique. Voilà, donc à suivre, je pense, à faire, ça c'est sûr, et puis encore une fois, j'ai respecté mon timing, tableau de bord. J'ai respecté mon timing et je vous souhaite à toutes et à tous, bien sûr, une excellente soirée, mais également une belle réussite dans vos projets. Merci.